Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quand vous avez commencé l'aïkido et avec qui vous vous êtes entraîné à Bunbu Dojo? Alors, j'ai commencé l'aïkido le 16 février 1968. Alors, ce jour-là, il y avait la neige le matin et tous les transports communs, ils étaient totalement dérangés. Donc, je voulais aller le cours du matin à 6h30, celui de Sensei, mais je ne pouvais pas. Donc, je suis parti l'après-midi et je suis resté le cours de 3 heures de l'après-midi tous les jours. L'aïkido est un art martial fondé au début du XXe siècle au Japon par Morihei Ueshiba. Cette synthèse de différentes disciplines ancestrales, axée sur le principe de non-violence et de non-opposition, avec sa notion de développement personnel et sa dimension esthétique, est parfaitement adaptée à notre société contemporaine et peut devenir un outil physique et psychique pour répondre aux tensions de ce monde. L'aïkido se distingue de toutes les disciplines martiales fondées sur le principe même de la dualité, le duel. Il nous offre de retrouver l'unité non plus en anéantissant l'adversaire, mais en s'harmonisant avec le partenaire. Le travail à main nue, utilisant la force de ce dernier afin de le déséquilibrer pour le projeter ou l'immobiliser, se voit complété et soutenu par l'utilisation des armes en bois, sabres, bâtons et couteaux. L'œil profane apercevra immédiatement un paradoxe dans le fait de parler de non-violence tout en mettant en avant une pratique des armes, mais ce serait perdre de vue qu'il s'agit bien là d'un art martial, c'est-à-dire étymologiquement un art de la guerre, qui en l'occurrence puise ses racines sur les champs de bataille du Japon féodal. Et c'est justement toute l'alchimie de cette discipline que de parvenir à convertir des énergies de destruction en art de la paix. Et la vie du fondateur incarne précisément ce travail intérieur de permutation. Né en 1883, Morihei Ueshiba s'enrôle volontairement dans l'armée impériale en 1903, à l'âge de 20 ans, pour être affecté au 37e régiment d'infanterie où il va apprendre le Juken Jutsu, les techniques de combat à la baïonnette. En 1904, il est envoyé avec son régiment sur les champs de bataille de la région de Mukden, en Chine, pour participer à la guerre russo-japonaise de 1904-1905 pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Il y est fait caporal puis devient sergent pour son aptitude au combat. Il est démobilisé en 1907 après la guerre et c'est en 1915 qu'il rencontre le maître du Daito Ryu, Sokaku Takeda, l'héritier de la lignée du clan des Takeda qui pratiquait un style d'aiki jujutsu depuis le XVe siècle. Ces méthodes de combat à main nue étaient un art martial secondaire, mais étaient fondamentales pour la survie sur le champ de bataille pour un guerrier désarmé. Il s'agissait de techniques secrètes qui faisaient partie de l'arsenal stratégique au combat qui était jalousement gardé par certaines castes et jamais démocratisé. Les techniques du Daitoryu Aiki Jujutsu ont été gardées dans la famille Takeda pendant des siècles et le premier japonais extérieur au clan qui a pu y être initié fut Ueshiba. Ce dernier, mu par sa quête martiale, s'est rendu sur l'île du nord de l'archipel, Hokkaido, où se trouvait le dojo du clan, mais il a été d'abord très mal reçu et sa volonté a été testée plus de 2 semaines à rester devant l'entrée avant d'y être admis. Cette initiation fondamentale fut le creuset technique de ce qui allait devenir l'aïkido. Mais la rencontre décisive dans la vie d'Ueshiba fut en 1919 celle avec Onisaburo Deguchi, le maître de l'Omoto Kyo, qui prônait une vision mystique et universelle du shintoïsme. C'est dans sa communauté qu'il va fonder son premier dojo. C'est là qu'il va orienter sa pratique martiale vers une voie de réconciliation et d'harmonie, influencée par les idéaux pacifiques de Deguchi.
En 1924, ils partent ensemble dans une mission pour créer une communauté utopiste ouverte à tous en Mandchourie, où ils seront arrêtés par les autorités chinoises et manqueront d'être exécutés. Et c'est à son retour l'année suivante qu'Ueshiba vivra son illumination mystique au sortir d'un duel sportif avec un officier de la marine expert au sabre, durant lequel il esquiva systématiquement toutes les attaques sans jamais riposter une seule fois. Il raconte s'être isolé ensuite dans un jardin et, je cite, « J'ai lavé mon visage au puits et soudain tout devint lumière. Une lumière dorée descendit du ciel et m'enveloppa. En cet instant, je compris que le vrai art martial n'est pas vaincre l'adversaire par la force. Le véritable Budo est d'unir toutes choses, de protéger l'univers et d'aimer toute création. » En 1931, Ueshiba fonde un dojo à Tokyo, le Kobukan, où il enseigne l'aiki bujutsu, une version de l'aïkido encore très directe et angulaire, à une élite militaire et administrative. En 1932, lorsque certains gradés de l'armée l'approchent, il dira, je cite, « L'armée comporte un nombre croissant d'individus qui se servent aveuglément du pouvoir, ayant oublié qu'il faut porter secours à ceux qui souffrent. Ils sont une poignée de fous qui défilent en exhibant leur violence et leur intolérance et leur amour de la destruction. Il faut être stupide pour aller contre la nature et la volonté du divin. » Et durant la Seconde Guerre mondiale, âgé de 58 ans en 1942, Ueshiba se retire à Iwama dans la préfecture d'Ibaraki où il fonde ce qu'il appellera plus tard l'Aiki-en, la ferme de l'Aiki, qui devient un lieu de pratique et de méditation. Il y enseigne l'aïkido à ses disciples. Après la guerre, le Kobukan Dojo de Tokyo a été reconstruit et modernisé pour devenir Hombu Dojo, qui deviendra ensuite le siège mondial de l'aïkido, un an avant la mort du fondateur en 1969. Vers la fin de sa vie, certains de ses plus grands disciples ont commencé à aller enseigner à l'étranger, tels Koichi Tohei aux États-Unis et Nobuyoshi Tamura, qui devint le chef de file de notre fédération française. La trajectoire parabolique de Morihei Ueshiba est donc particulièrement symbolique. Depuis ce jeune homme un peu frêle qui s'engage dans l'armée en brillant par sa pratique des armes, jusqu'à ce vieux maître barbu d'image d'Épinal qui finira par parler du sabre de vie, Inochi no Ken, qui protège, unifie, guérit et transforme le sabre qui tue, Setsu Ninto. Et ce sabre n'est pas qu'un idéal spirituel, il est l'outil central de la pratique, car en aïkido, toutes nos techniques à main nue proviennent du mouvement principiel de la coupe verticale au sabre. Raison pour laquelle notre maître mettait en avant la notion de main-sabre, Tegatana, et disait qu'il faut savoir pratiquer à main nue comme si on tenait une arme, et aux armes comme si on était les mains nues. N'est-ce pas là le sens du titre choisi par Toshiro Suga pour son DVD pédagogique Ken, les racines de l'aïkido? Ici. Donc, équilibré. Donc, ici. Alors, j'ai commencé l'aïkido le 16 février 1968. Donc, je suis parti l'après-midi et je suis resté le cours de 3 heures de l'après-midi tous les jours. À l'époque, j'ai fini l'école de photographie, donc je ne faisais rien sauf la peinture, donc j'avais le temps de prendre cet horaire-là. J'ai eu la connaissance Maître Fujita parce que ma sœur le connaissait. C'est pour ça que grâce à lui, j'ai pu venir à l'Aikikai à partir de ce jour-là.
Et je ne savais pas, bien sûr, que c'était la dernière année de la vie de Osensei. Parce que, comme je viens de vous dire, j'ai commencé le 14 février 1968 et à partir de février 1969, Maître Ueshiba, il revenait plus au dojo. Moi, je n'avais que 17 ans, je ne savais absolument pas. Je suis resté à l'Aikai donc avec O-sensei pendant un an. Un an, pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que je venais du lundi au samedi, tous les jours, l'entraînement de 15h à 16h. Et O-sensei, à l'époque, il donnait le cours de 6h30 à 7h. Et 7h, 7h30, c'était Maître Kishio Manobushiba. Moi, je ne savais pas ça et je voulais participer le cours de O-sensei dès le premier jour, donc 14 février. Mais O-sensei, il a donné donc cours 6h30 à 7h et je ne savais pas qu'il revenait toujours montrer, faire la démonstration à 15h, ou bien 15h c'était assez rare, mais 15h30, 15h45 de temps en temps, ou bien 15h15. Donc j'ai vu tous les jours au sensei. Mais j'avais 17 ans, je commençais à faire l'aïkido. Je voulais bouger et de voir au sensei la démonstration, ça ne me disait pas grand-chose. Plutôt pour moi, à l'époque, c'était dérangeant. Hein, si j'ose dire, c'était le mot comme cela. Mais aujourd'hui, si on doit parler, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai vu tous les jours au sensei que les autres personnes qui n'ont jamais vu, mais j'étais toujours avec au sensei pendant un an. Et donc, à l'époque, au sensei, il ne pouvait pas bouger, donc il ne faisait pas technique entière, mais quand même, j'ai vu toujours sa grandeur et moi, surtout, j'ai dit à tout le monde, sa voix qui était magnifiquement pure. J'aime vraiment Caruso. Je n'ai jamais aimé Pavarotti. Quand j'entendais Pavarotti, j'entendais que la Grèce. Je ne pouvais pas supporter. Mais Caruso, c'était la voix, c'était extraordinaire. Mais la voix de Ueshiba, et il faisait de temps en temps la prière de Shinto, il était plus pur que Caruso et qui avait, on sensei, 20 ans, 25 ans, plus âgé. Alors donc, on a compris que, bon, il y avait la purification et corps et l'esprit et c'est ce grand homme qui a été fait totalement. C'est là que je me rappelle plus quand j'ai passé le temps en assistant le cours, cette démonstration hein, au sensei, c'était magnifique. Et quels sont les sensei qui ont eu le plus d'influence sur vous? Alors, à l'époque, je n'ai pas eu l'influence pas particulièrement par quelqu'un. Pourquoi? Parce que on n'était que débutants et tous les jours, j'allais du lundi au samedi. Mais je n'allais pas un dimanche parce que il fallait payer la cotisation supplémentaire. Donc, je suis allé du lundi au samedi et j'ai pris tous les cours. Lundi, à l'époque, c'était Maître Saotome Mitsugu.
Et mardi, Tohei Akira. Mercredi, Arikawa Sadateru. Et jeudi, c'était Kobayashi Yasuo. Vendredi, euh, Yamaguchi Seigo. Et samedi, si il était là, Tohei Koichi. Si il n'était pas là, c'est un autre remplaçant. Parce que Meto Tohei, il était très souvent aux États-Unis, particulièrement quelqu'un. Mais quelques années plus tard, peut-être j'ai appris plus avec Saotome Mitsugu et Arikawa Sadateru et Yamaguchi Seigo. Ces trois personnes-là, je crois que j'ai appris plus. Et pourquoi êtes-vous venu en France et quelle était votre première impression de Tamura Sensei? Je suis venu en France pour étudier la peinture aux Beaux-Arts parce que mon père est marchand de tableau et il m'a dit au début tu vas aller en Russie, mais la Russie encore c'était un petit peu difficile donc on a changé en France et donc pour entrer aux Beaux-Arts, je suis venu en France, ce n'est pas pour faire l'aïkido. La première impression de Tamura Sensei, je me suis dit, c'est la technique est bizarre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la technique comme cela au Japon. Mais j'ai découvert petit à petit que ce que faisait Tamura Sensei, qui était plus proche de technique de Sensei. Et grâce à Tamura Sensei, j'ai pu comprendre ce que c'est d'origine de technique. Alors, ça m'a donné énormément enrichissement de technique d'aïkido. Vous êtes arrivé en France pour les Beaux-Arts, toujours de l'aïkido, et vous avez continué à travailler, à progresser. Alors effectivement, beaucoup de gens le savent, mais comment vous êtes arrivé dans le cinéma? Cette aventure particulière que certains connaissent, d'autres pas. Et alors, cinéma, c'était un petit peu, c'était pas particulier, mais à l'âge de 10 ans, donc à l'âge de 10 ans, il y avait une audition pour NHK. NHK possédait une troupe des enfants qui faisaient la radio et la télévision. Donc, j'ai fait l'audition et j'étais pris. Donc, j'ai eu cette vocation-là de faire la radio et la télévision. Et à l'âge de 16 ans, je suis allé dans une autre troupe. Alors, il y avait un film de Kurosawa. Kurosawa, on appelait l'ampleur au Japon. C'était très important et le film, il s'appelait Tra Tra Tra. Ça existe aujourd'hui. Bon, on croyait que ça devenait chef-d'œuvre, mais ils ne sont pas considérés chef-d'œuvre. C'était film de la guerre. Donc, le producteur, il s'appelle Zanuck. Zanuck, il était considéré plus grand producteur de tout le temps des États-Unis. Et il a désigné Kurosawa comme producteur. Je suis allé faire audition de ce film, Tra Tra Tra. Et bon, caméra test, et Kurosawa, il a dit ah, celui-là, il a bon masque. Ça, je savais ça, hein, mais enfin bon, ça a été, ça a été reconnu par un grand metteur en scène. Mais il a dit exactement, il a bon masque. Alors donc, j'ai été engagé pour aller à Kyushu, donc le sud du Japon, pour 3 mois de tournage. Mais bon, je devais être matelot. On me
voyez peut-être dans le film 1 minute comme cela. Mais j'avais commencé l'aïkido 6 mois avant de cette audition-là. Alors, je ne sais pas en France c'est comment, mais au Japon, parmi les petits acteurs, et Nashika, c'était beaucoup plus d'études, le groupe d'études qui était là. Mais quand je suis allé dans une autre troupe, c'était les gens qui pensaient qu'à réussir. Et il y avait toujours, quand on finissait tournage, tout ça, c'est le jeu de cartes, avec l'argent. Là, sinon, on cherchait les filles. Là, on a que ça. Ce sont des petits voyous, là, dans un sens. Donc, je me suis dit, pendant 3 mois, j'allais Kyushu. Bon, d'abord, je ne peux pas faire l'aïkido. J'ai commencé depuis 6 mois. Et aussi, chaque jour, la fin de tournage, on se réunissait, on fait le jeu. Ce n'est pas bien. Moi, c'était pas ma façon de vie. Donc, j'ai refusé Kurosawa. Mais au Japon, on refuse Kurosawa, ce qui veut dire c'est tu n'existes plus. Donc, j'ai arrêté de faire, de rester cette troupe-là. J'ai quitté, mais sans regret. Sans regret. Alors, je ne sais pas si c'est Kanetsuka m'a contacté. Moi, j'étais à Paris, j'avais le dojo. Et une année avant, j'étais à Londres. Maître Chiba m'aimait bien, donc j'allais à Londres et j'avais ma cousine à Londres. Donc, je suis allé 2 ou 3 fois. Et la dernière fois, il y avait Maître Chiba, il a dit ça c'est le producteur de James Bond. Oh bon, et il y avait Kanetsuka. On est 4, on a mangé dans un restaurant chinois. Et pour moi, c'était fini comme cela. Alors, il s'appelle Michael Wilson. Michael Wilson, aujourd'hui, c'est le producteur de James Bond. Look after Mr. Bond. See that some harm comes to him. Michael, il faisait exécute producteur et aussi scénariste. Il touchait scénario. Comme c'est la première fois, James Bond, ils sont décidés de tourner en France. Pourquoi? Parce que en Angleterre, le location de studio était beaucoup plus cher qu'en France. Et aussi, le syndicaliste était beaucoup trop fort. Donc, ils sont décidés de tourner la première fois en France, James Bond. Alors, donc Michael, il a demandé à Kanetsuka qui est là à Paris, quels amis? Kanetsuka, il a dit Toshiro. Kanetsuka, il m'a absolument pas contacté. Et un jour, je vois Michael Wilson dans mon dojo. Donc il dit que je vais t'envoyer la voiture pour aller au studio pour faire caméra test demain.
Il dit, ah bon, ok. Là, et je suis allé dans le studio. J'ai apporté le hakama Keikogi et puis le Joe, etc. Et puis j'ai fait caméra test. Mais avant de faire le caméra test, on m'a fait attendre une heure et demie, non. Je n'aime pas attendre. Cette époque-là, c'était plus, c'est incroyable. Donc j'ai dit une dame, là c'est le responsable, j'ai dit, je vais rentrer. Mais tu fais la caméra test? Non, j'en ai marre. Mais elle m'a retenu, donc j'ai fait caméra test en faisant le jour devant une caméra, etc., etc. Et puis cette dame-là qui a dit le résultat, je te donnerai dans une semaine. Et on ne savait pas cette dame-là qui était très très puissante. On a su après, parce que je ne connaissais absolument pas le cinéma français, mais cette dame-là, elle faisait pratiquement le choix des acteurs, 80% de cinéma et théâtre. Elle était aussi puissante. C'est tout le monde passait par le choix, on lui a demandé. Donc elle a assisté mon caméra test. Et moi, j'ai fait, et au bout d'une heure, j'ai reçu le téléphone par elle et t'es engagé. Oh bon. Parce que moi, je me suis dit, mon James Bond, là, il y avait des gens qui attaquent et on va mourir. Donc, je crois que c'était ça. Donc, on me voit une minute, j'attaque et puis je vais mourir. Donc, c'est là. Et je devais aller au Canada parce que on n'était pas encore mariés, mais ma femme future, mon épouse, qui m'a invité d'aller à Québec. Alors, auparavant, ils m'ont donné le scénario. C'est en anglais, on m'a donné. Je ne peux pas lire l'anglais. Donc, je suis revenu à Paris et à partir du lendemain, il fallait aller Boulogne-Billancourt. Donc, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas lu le scénario. Et ça a commencé dans la séance de centrifuge. Là, mon metteur en scène, bien c'est l'assistant, il dit fais ça. Bon, bah, donc j'ai fait ça. Mais comme je n'étais pas totalement amateur, parce que j'ai eu vocation quand même pendant 7-8 ans. Je n'ai pas fait beaucoup de cinéma. Cinéma, j'ai fait que peut-être 2 au Japon, mais télévision non plus. J'ai fait plus la radio, autre chose, mais quand même, je n'étais pas, c'était pas totalement innocent. Donc, j'ai fait ça. Donc, ils ont dit c'est OK. Et le lendemain, ça a commencé. Mais peut-être dans un sens, c'était mieux que je ne connaissais pas le scénario. Parce que si je connaissais le scénario, si le rôle était aussi important, j'aurais pas. Parce que comme si je ne connaissais rien du tout, donc j'ai pu entrer, j'ai fait comme ça, mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui était mieux, mais je crois que c'était si je ne connaissais pas, je trouve que c'était mieux.
totalement. J'étais plus à l'aise que si je connaissais. Play it again, son. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de l'aïkido? Pourquoi vous êtes resté à faire l'aïkido? C'est quoi l'esprit de l'aïkido? Alors, l'aïkido, je ne savais pas que je restais aussi longtemps. À 26 ans, je me rappelle, à 26 ans, donc j'étais encore 12e dan. Et ça n'avançait pas. Donc, je voulais arrêter l'aïkido. À l'époque, si j'avais l'argent, j'aurais arrêté. Je n'ai pas honte de dire ça, mais c'est circonstance de la vie. Mais je suis resté quand même. Et l'année suivante, j'ai été désigné délégué technique pour la Bretagne. Alors, j'ai eu le problème. Le problème, c'était quoi? Je suis venu en France. Et à partir de 1974, on a commencé à distribuer le diplôme d'État. Le diplôme d'État, c'était unique dans le monde. C'est la France qui a fait.
Et donc, on voulait faire tous les sports diplômés d'État. Et les arts martiaux, c'était judo, karaté et aïkido. Diplômés d'État. Donc, la fédération qui ont demandé diplôme d'État pour mettre Tamara. Et pour Maître Nakazono, il était là, Maître Nakazono, à l'époque. Donc, pour l'aïkido, c'était juste là. Pour un japonais. Pour les Français, ils ont fait ça. Donc, ils ont demandé pour moi, je n'ai pas été retenu. Je n'étais que deuxième dan. Et je n'étais pas, je suis arrivé 11 août 1971, donc mon séjour, ce n'était que 3 ans. Et donc, mon diplôme d'État qui a été refusé. Alors, donc quand je suis devenu délégué technique pour la Bretagne, mais je n'avais pas le diplôme d'État. Ça s'est posé le problème. Mais en Bretagne, à l'époque, il y avait 2 personnes qui se chamaillaient tout le temps. Alors, donc, Chassan et Metamara qui ont parlé et si on mettait Toshiro. Donc, on m'a mis là, mais sans avoir diplôme d'État. Mais je suis devenu quand même l'année suivante délégué technique pour la Bretagne. Et c'est là qui m'a sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai eu une nouvelle mission et à l'époque, en Bretagne, il n'y avait que 153 licences. Et c'était la dernière région de la France en tant que nombre et techniquement. Donc, je me suis dit, je vais faire ici quelque chose. Donc, quand je suis parti, ça c'était 1978, et quand je suis parti au Canada en 1985, en ayant quitté la France, j'ai fait 1200 licences. On est devenu 3e région de la France. Et techniquement, on a fait beaucoup monter. Donc, quand on m'a donné cette mission-là, je me suis dit, bon, je vais travailler maximum. Donc, j'ai fait maximum d'efforts pour l'aïkido. Donc c'est toujours le avancé qui vous fait rester l'aïkido, c'est cet esprit-là de transmettre. C'est l'aïkido, c'est bon pour les Japonais, c'est comme tous les arts sont pareils. C'est qu'est-ce que nous faisons? C'est avec notre pensée, avec notre philosophie, c'est toujours pour enlever l'ego. Les Asiatiques, on pense que bon, il y a le mouvement parfait de l'univers. Si on a l'ego, on est exclu de le mouvement de l'univers. Donc, il faut enlever ces désirs-là. C'est l'ego, c'est qui demande désir. Et désir, il n'y a pas de fin. Parce que dans le bouddhisme, on dit il y en a 128 000 désirs. Donc, il faut maîtriser un par un. Et quand on fait la technique, si on veut se montrer, hein, moi je suis très bon, là c'est un ego. Donc, il faut maîtriser. Beaucoup de gens, quand on dit c'est bien, c'est bien, on prend l'ego. Mais quand on a l'ego, malheureusement, les techniques se déforment.
J'ai vu beaucoup de gens qui ont pris Nego, c'est au niveau plus bas, hein. Et quand on voit les démonstrations de Osensei, on ne voit pas Nego. Et très souvent, on voit des démonstrations des maîtres d'Aikai aujourd'hui, on voit énormément. Mais au sensei, on ne voit pas. Il est dans la technique, ou bien la technique même, mais c'est là, on ne voit pas. Alors, je dis juste une anecdote. 1982, il y avait une émission de Rubinstein, Arthur Rubinstein. Parce que ma femme est pianiste et compositeur. Et on a vu ce document. Rubinstein qui avait 92 ans à l'époque. Rubinstein, à l'âge de 17 ans, il était déjà au sommet de célébrité. Bon, Rubinstein, il joue entre autres que Chopin. Et il ne peut pas jouer Bach. Il ne peut pas jouer Beethoven. Mais pour Chopin, Rubinstein, c'est quelqu'un qui touche énormément de cette sensibilité qui va toujours avec Chopin. Alors, Rubinstein qui joue dans l'émission. Là. Et de temps en temps, Rubinstein, il était à Venise. Rubinstein, il était au café et il y a accordéoniste qui joue. Accordéoniste de la rue. Et Rubinstein, il applaudit du cœur. C'est un plus grand pianiste. Ça, c'est accordéoniste quelconque. Mais il applaudit. Rubinstein, donc, il a accompagné cantatrice. Ma femme et moi, on ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas Rubinstein, il n'y avait pas Chopin, il n'y avait que la musique. Musique coulée. Il n'y avait pas le nom d'auteur, nom de joueur. La musique était là. Donc quand on voit la peinture de Mésopotamie, où ils ont dessiné taureau, ils ont dessiné tout ça, mais pour dédier au Dieu. Donc, il n'y avait pas, son individu n'était pas là. L'individu, moi je dessine bien, donc je veux montrer, donc il n'y a pas cet ego-là. Et quand on a entendu Rubinstein, 92 ans, il n'y avait pas Rubinstein, il n'y avait pas Chopin, il y avait que la musique qui coulait et énormément parce que quand on arrive là, c'est la personne n'est pas là, et que la musique. Donc quand on voit Ueshiba, Ueshiba n'est pas là, il y a que la technique. Mais quand on voit malheureusement les autres personnes qui font la démonstration, on voit l'art d'ego. Moi je peux faire ça. Regarde-moi, là, c'est là que je fais, là. C'est ce qu'on voit. Donc, tous les arts, les Japonais essaient de faire cela. Donc, enlever l'ego, enlever le désir, c'est là qu'on demande ou bien qu'on doit devenir à ça. Et comment avez-vous vu le travail de Tamura Sensei changer au fil des années? Ça, c'est... il y a une évolution des hommes, ça existe pas n'importe quel domaine. Bon, moi je suis dans le domaine de peinture, donc on peut bien comparer le travail de tous les artistes qui ont eu cette évolution. On dit au Japon, c'est par l'influence de la Chine, c'est
la progression des arts martiaux, on est comparé avec la progression des calligraphies. C'est d'abord, on essaie de tracer, comme les grands maîtres, là, toute la ligne, et au bout de 10 ans, 15 ans, ça dépend des gens. Peut-être ça prend 20 ans, 30 ans. Il s'aperçoit un jour que je ne suis pas la même chose que maître. C'est-à-dire que ma vie n'est pas pareille, mon caractère n'est pas pareil, mon étude n'était pas pareille. Donc il s'aperçoit que il y a la différence entre maître et soi. Et en ce moment-là, on appelle le déchirement qui arrive. Parce que le premier moment, on dit en japonais, c'est shu. Shu, ça veut dire on va garder l'enseignement de maître. Et au bout de quelques temps, donc 15 ans, 20 ans, ça dépend des gens, comme je viens de le dire, il y a le déchirement de ce premier enseignement, de garder l'image ou bien le technique de maître. Alors, on appelle ha. Ha, c'est déchirement. Et on poursuit ce déchirement pendant X temps, et ça dépend des gens. Là, on arrive à la fin, c'est le moment de lit, c'est-à-dire que séparation de l'enseignement de maître. Alors, en ce moment-là, il y a des gens qui créent une école. Et maintenant, il a été considéré par les autorités comme Maître Chiba, Maître Kanai, que copie conforme de O-sensei. Copie conforme de O-sensei, c'est-à-dire que c'est un mot insultant. Mais, autrement dit, c'est les autres. Ils ne pouvaient pas imiter O-sensei comme Tamura Sensei. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas le corps aussi souple que Tamura Sensei et O-sensei, et il ne pouvait pas avoir la compréhension comme Tamura Sensei quand il voyait O-sensei. Alors, d'autant plus que Tamura Sensei était considéré comme copie conforme. Donc, quand il faisait les techniques dans mon temps, encore jusqu'à 1980, je suis arrivé en France en 1971. Et donc, comme je viens de vous dire, j'ai trouvé les techniques très bizarres. Mais j'ai découvert, donc petit à petit, les techniques de Tamura Sensei. C'était totalement technique de O-sensei, où c'était le plus proche. Alors, en ce moment-là, je pouvais bien comprendre la technique fondamentale de créateur. And you use the elbow. Atemi, c'est facultatif. You don't have to do the atemi. Donc, c'est à partir de 1990, quand je suis revenu du Canada, là, Tamura Sensei est devenu le niveau de séparation de technique de O-sensei. Alors, donc, il a changé totalement la technique, ou bien c'est une totalement conception de technique de Maître Ueshiba, ça changeait. Ça changeait. Pour moi, c'était totalement différent. Mais en ayant gardé quand même toutes les techniques dans la conception de vrai Aikido. Alors donc, maintenant c'est deux choses totalement différentes. C'est la technique de O-sensei, technique de Tamura Sensei. C'est différent. Je trouve que le problème qu'on arrive fondamentalement aujourd'hui, ce qu'il a trouvé Tamura Sensei, c'est au bout de 45 ans, 50 ans de travail.
Mais il y a beaucoup de gens qui imitent à partir de ce moment-là, de le moment qui a connu la séparation de l'histoire de Li et c'est au niveau. Donc, je ne conseille pas de l'imiter à partir de ce moment-là et j'aimerais que les gens fassent le, les travail fondamentaux de techniques de base beaucoup plus. Mais malheureusement, ces techniques de base que Tamla Sensei qui nous a donné, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu. Alors donc ça se pose problème aujourd'hui dans ce sens-là. Et quelles étaient les choses les plus importantes dans l'aïkido pour Tamura Sensei selon vous? Je crois que c'est Tamura Sensei est assez extraordinaire dans deux choses. C'est-à-dire que notre travail consistait d'abord, on appelle Gono Geiko. Gono Geiko, c'est-à-dire que on laisse saisir et on essaie de trouver la technique. Mais Tamura Sensei, il n'a jamais fait Gono Geiko. C'est-à-dire que il était tout de suite, il a commencé par deuxième échelon, on appelle Juno Geiko. Gono Geiko, Go ça veut dire c'est quoi? C'est l'idéogramme de Go, il y a rectangle et dans lequel il y a l'idéogramme de ancien. Ce qui veut dire, c'est ce pays est vieux. Parce qu'en Chine, il n'y avait que 13 provinciaux. Et en ce moment-là, les autres, comme Mongols, Vietnam, ils essayaient d'attaquer la Chine, ou bien au sein de provinciaux chinois qui essayaient d'attaquer le royaume qu'on appelait la Chine. Alors donc, Go, ça veut dire c'est le pays a duré longtemps que la Chine n'a pas connu historiquement très souvent. Alors en ce moment-là, ils ont fait l'idéogramme Go, c'est bien solide. Alors donc, on faisait travail solide. Et deuxième échelon, c'est on a essayé d'enlever cette force-là plus souple. Mais Tamura Sensei n'a jamais fait Gono Geiko, que je n'ai jamais connu aucun maître. Ça passait à partir du deuxième échelon, c'est Juno Geiko. Et deuxième chose, c'est Tamura Sensei était très réaliste. C'est-à-dire que il ne croyait pas les choses si il ne voyait pas. Alors, ce réalisme-là, il n'y avait pas beaucoup de Aikidoka qui possédaient. Donc, malgré bon gré, si c'était très bon côté de Maître Tamura, c'est côté réalisme. Je trouve que ce qu'il a montré Tamura Sensei, logiquement, il n'y avait aucune faille. Aucune faille, c'est-à-dire que malheureusement, j'ai vu chez les autres, il y a des failles. Mais j'ai vu aucunement Tamura Sensei qui était illogique. Alors, c'est pour ça que j'ai suivi Tamura Sensei. Et quand j'étais au Japon, on ne pensait pas logique ou illogique. Mais je suis venu en Europe. En Europe, si on ne peut pas expliquer quelque chose logiquement, les gens n'arrivent pas à suivre. Alors en ce moment-là, il fallait que je me corrige. Parce que au début, quand j'ai commencé à enseigner, ce que je disais, ce que je montrais, ce n'était pas cohérent. Alors donc, je me suis dit, j'ai le problème. Alors donc, j'ai essayé de diminuer ce décalage petit à petit. Et là, aujourd'hui, j'essaie d'expliquer maximum logiquement. Alors, dans ce sens-là, Tamura Sensei, c'est
absolument ce côté-là, il a appris par O-sensei. Et O-sensei, c'est un génie parce que avec 25 ans de création d'aïkido, il a tout corrigé de défaillance d'Aïtoryu. Alors, donc, c'est pour moi, c'est Tamura Sensei qui a reçu cet enseignement plus. Dans vos échauffements en classe, vous faites beaucoup d'exercices comme Torifune et Kiai. Alors, ça c'est, O-sensei était shintoïste. Alors donc, Amino Torifune, ce n'est pas, on ne considère pas l'échauffement. C'est Amino Torifune, c'est nettoyage. On appelle en shintoïsme misogi, nettoyage du corps et l'esprit. Alors, au sensei, il ne faisait pas du tout changement de corps dans un sens parce que dans les arts martiaux, il n'y a pas de réchauffement. On peut s'affronter immédiatement sans attendre quelque chose. Alors si l'ennemi qui va attaquer, non, je ne sais pas chauffer, on ne peut pas faire ça. Alors donc il n'y a pas de réchauffement dans ce sens-là. Mais O-sensei était très croyant shintoïste, alors donc il faisait cette rituel de Shinto. Et Kiai, c'est un des meilleurs exercices des arts martiaux. Pourquoi? Parce que avec expiration, il faut utiliser la respiration abdominale. Et avec le Kiai, c'est là qu'on apprend. Alors, quand on fait crier par les élèves, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à crier de centre de gravité. Ils sont beaucoup de la voix de la gorge. Mais si quelqu'un qui a bien travaillé, la voix, ça sort de centre de gravité. Avec le Kiai, avec le centre de gravité, ma voix se situe très bien au centre de mon corps. Attention, je viens de terminer ce bouquin. La dernière leçon, c'est le cri qui tue. Le cri qui quoi? Le cri qui tue. Je pousse un cri, tout le monde mord. Bon, c'est intéressant ça, bon allez. Ah bah non, là, C'est peut-être pas assez ça va aigu, pas ça, là. hein. C'est parce que vous êtes mal préparé. Donc le Kiai, c'est très important. Et aussi important, c'est assouplissement. Alors, quand j'étais jeune, c'est à Paris, notre fédération invitait Chiba Sensei une fois par mois de l'Angleterre, de Londres. Et Chiba Sensei, à l'époque, il étudiait énormément d'armes. Donc, quand il venait, il nous donnait toujours beaucoup de techniques d'armes. Et moi, je n'étais absolument pas bon. Je n'étais absolument pas bon. Et là, donc, je l'ai connu, Chiba Sensei, à partir de déjà l'année où je suis arrivé, 1971.
Et pendant 5 ans, j'ai fait les armes avec lui, mais je n'étais pas bon du tout. Alors donc, je me suis décidé de travailler beaucoup plus. Donc, j'ai commencé à faire Suburi. Et bon, quand on dit nous travaillons, c'est toujours la quantité de 1000 fois. Donc je coupais 1000 fois par jour et je commençais à bouger comme la façon de au sensei on appelle hitoemi, c'est donc on bouge latéralement en ayant mis le fil et j'ai fait cela. Alors donc Chiba Sensei qui m'a donné ce travail-là d'abord. Mais aussi, Chiba Sensei, Tamura Sensei, il faisait stage tous les deux, beaucoup de fois. Alors en ce moment-là, c'est Tamura Sensei, il donnait aussi les cours d'armes. Et sa technique était supérieure. Alors, donc, j'ai essayé de les imiter petit à petit. Et Saito Sensei, il a écrit le livre pour les armes. Alors donc, j'ai acheté, c'est là. À l'époque, c'était 8 mm. À l'époque, Chiba Sensei faisait comme la façon de Saito Sensei. Et Tamura Sensei aussi. Alors, donc, j'ai commencé à faire cela, mais ce qui m'a pris plus, c'était avec Subrito, c'est le gros sabre. Et j'ai commencé à couper énormément. Alors, j'ai toujours fait des armes comme cela. Et petit à petit, j'ai trouvé moi-même la façon de création de kumitachi de O-sensei. Donc, j'ai créé certains mouvements parce que ce que montrait Maître Saito, il y avait que 6-7 kumitachi. Donc, j'ai trouvé que ce n'est pas assez. Donc, j'ai rajouté. J'espère que j'ai fait avec la conception de O-sensei, j'ai créé ces kumitachi. Et donc, j'ai fait comprendre aux élèves de ce sens-là, de l'essence de l'aïkido et les mouvements, c'est exactement la même chose que les mouvements de la main nue. Le problème, ce que je vois, si les gens ne travaillent pas les armes, à mon avis, on ne peut pas trouver quelque chose de logique de mouvement. Et c'est ce que disait Tamura Sensei. Et bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dit au sensei qui a dit c'est pas la peine de faire les armes. Hein. Mais Tamura Sensei, il a dit c'est au sensei, il est né en 1883 et les Japonais en général, on ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je suis un exemple. Ma mère m'a dit que je tenais par la bouche, mais enfin bon, c'est comme cela. C'est mon père, il était très très bavard. Alors, les Japonais ne possèdent pas la parole. Alors, donc au sensei,
quand Tamura Sensei est parti, Chiba Sensei est parti, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient faire les armes. Alors, ce qui voulait dire au sensei, si tu peux faire que ça, c'est pas la peine de faire les armes. Mais il avale le mot précédent, c'est-à-dire, c'est pas la peine de faire les armes. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, beaucoup de maîtres, au sensei qui a dit, c'est pas la peine de faire les armes. Ce n'est absolument pas vrai. Parce que si tu peux attaquer que comme cela, c'est pas la peine de faire les armes. Alors donc l'interprétation n'est pas du tout pareille. C'est quand Tamura Sensei ou bien Chiba Sensei attaquait, au sensei il disait rien du tout. Il faisait merveilleusement bien la démonstration. Pour comprendre la source de cette technique de Tenchinage, je vais montrer. To understand the origin of Tenchinage, I'm going to show. Donc ici on peut pas. Là, ici on peut pas. Oh, here we can't do it. Mais d'après ces deux grands maîtres, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient bien attaquer les armes correctement. Alors donc, au sensei était fâché. Quand on voit l'aïkido de Ueshiba, il n'y a aucune faille. C'est plus on fait, je suis émerveillé de que en 20 ans de temps, Maître Ueshiba, qui a tout corrigé de défauts de Daitoryu. Je ne sais pas comment il a pu faire, c'est un génie. Et c'est là que c'est en train de détruire. C'est ce que je vois, malheureusement. Donc, c'est mon souhait, c'est de faire revenir l'époque de Maître Ueshiba et de continuer de faire technique sans faire faille que Maître Ueshiba qui nous a laissé. C'est là que je veux montrer aux gens.